Alors, pour commencer, comme d'habitude, on va faire un petit tour de table. Donc, je vais laisser notre invité d'honneur, donc Arthur, se présenter, ensuite Christophe et Stéphane. C'est parti. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Arthur Rochedet, j'ai 25 ans, je suis préparateur physique, donc j'ai passé les 3 dernières saisons au Racing Club de Lens, donc une saison et demie avec le centre de formation et la deuxième partie avec l'équipe professionnelle. Donc en parallèle de ça, je prépare un doctorat, donc je suis en première année de thèse à la faculté des sports de Liévin et je donne également des cours en physiologie de l'exercice. Super. Merci Arthur. Christophe. Moi, Christophe, c'est ça? Je pense. Merci Bon, bah, écoutez, enchanté à tous, merci à tous. Pour ma part, Christophe Rollet, voilà, pour me présenter, Christophe Rollet, ancien sportif dans le football, hein, j'en ai fait mon métier à peu près une dizaine d'années. Voilà, après, il a fallu se reconvertir, tout simplement. Donc aujourd'hui, je travaille, alors, je fais beaucoup de choses, désolé, mais je travaille sur le site Eurotunnel. Voilà, ça, c'est mon premier travail. Ensuite, je sensibilise les gens sur la partie alimentaire. Donc, je pense que ça rejoint un peu avec Arthur donc, par rapport aussi aux sportifs. Parce que je suis aussi à côté adjoint de l'équipe réserve de l'USL Dunkerque. D'ailleurs, je ne savais pas qu'il fallait mettre son écusson, sinon je l'aurais mis. Mais voilà, donc voilà pourquoi je disais aussi que c'est lié à Arthur, forcément, parce qu'aujourd'hui, j'aide sur des programmes alimentaires l'équipe première de Dunkerque, voilà, en collaboration avec Fabien Mercadal, que j'ai connu via le passé également. Voilà pour ma part. Merci Christophe. Stéphane. Bonjour à tous. Alors, moi, c'est Stéphane Herbert. Je suis le responsable technique du pôle féminin AE en Normandie. Un pôle que j'ai créé il y a 2 ans à la demande du club. Aujourd'hui, on est plus de 50 filles réparties sur 3 équipes, des U15, une équipe U18 et une équipe senior. Je suis également, depuis cette année, membre de la commission féminine en Seine-Maritime. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le football féminin. C'est devenu une passion grâce à ma fille qui a joué à un assez bon niveau également. Je gère les 3 équipes. J'essaie d'instaurer surtout une qualité de jeu aux débutantes parce que je forme aussi. Je suis plus dans la formation que prendre des joueuses expérimentées, puisque malheureusement, de prendre des joueuses expérimentées, ça peut coûter très cher à un club, malheureusement. Donc, je suis plus dans la formation, former les jeunes joueuses à intégrer une équipe senior dans le futur. Voilà. Ok, merci pour les présentations. Donc, le thème de cette conférence, c'est comment bien gérer sa préparation physique avec le Covid-19. Donc, on est vraiment en plein dedans. Allez, première question, on reste sur la lancée. Stéphane, je te laisse ouvrir le bal pour Arthur. Moi, j'aurais voulu savoir un petit peu, avec le Covid, si on doit reprendre une prépa physique depuis le départ ou si on peut l'adapter en fonction des acquis des filles déjà qu'elles avaient en début de saison. Alors, je vais essayer d'être simple et clair. En fait, tout dépend déjà de la période d'arrêt que les filles ont pu avoir. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, si elles ont, par exemple, j'extrapole, si elles ont eu 3 semaines d'arrêt vraiment sans activité, il faut essayer de préférence de reprendre une préparation physique de 3 semaines. D'accord. Après, c'est toujours un peu différent entre, par exemple, un club amateur et un club professionnel, parce que dans les clubs professionnels, la qualité physique des joueurs, elle va être plus importante. Donc, du coup, ils auront plus de pertes que dans le milieu amateur, ils auront forcément moins de pertes. Mais dans l'idéal, le but, c'est vraiment d'essayer de prévenir le risque de blessure. Donc, si elles ont une longue période, essayer de reprendre une sorte de préparation, donc qui va être de la durée du coup de la disponibilité. Mais après, sinon, si elles ont gardé quand même un programme physique et que la période n'a pas été trop longue, on peut, entre guillemets, chanter le début de la préparation et plus être sur une fin où on sera plus, par exemple, d'un point de vue aérobie, plus sur de la puissance plutôt que de l'endurance. D'accord.
Et donc, tu restais, enfin, pour revenir dessus, tu restais sur 3 semaines, mais moi, j'ai une question toute simple. Combien de temps faut-il pour une bonne préparation physique si on repart de zéro, par exemple là, enfin, si tu as certains joueurs amateurs qui n'ont pas Mhm. pratiqué et tout, si on repart de zéro, combien de temps faut-il pour une préparation physique pour le Bah, monde dans amateur? l'idéal, moi, je préconiserais entre 5 et 6 semaines, plus 6 D'accord. semaines, pour vraiment essayer de reprendre un socle vraiment de base, où vraiment on va être sur un gros volume et une faible intensité, et au fil des semaines, baisser au niveau du volume pour augmenter en intensité. 6 semaines, donc du coup, ça me paraît quand même compliqué après de bien reprendre pour le football amateur si on reprend au mois de mars, quoi. Enfin, je sais pas, au mois de Ouais, c'est février, ça. c'est chaud, hein. C'est ça, et c'est ça le problème en fait, c'est le fait de ne pas avoir, mais le contexte le veut, de ne pas pouvoir donner vraiment en amont des dates de reprise pour les clubs, ça va être très très problématique parce qu'en fait les joueurs vont devoir reprendre relativement vite, ça va être très très court, et donc du coup le risque de blessure il va être énorme. Je pense qu'on va retrouver un taux d'incidence vraiment très très important dans tous les clubs. Ok, ben, merci beaucoup, Christophe. Bah, moi, j'aimerais poser une question justement en période de Covid et un peu de couvre-feu et tout ce qui s'ensuit. Alors, je ne sais pas si tu vas réussir à me répondre parce que moi, nous, on a un peu le souci, hein, avec les clubs amateurs. Est-ce que tu trouves pas, Arthur, une difficulté pour réussir à garder concernés justement tous les garçons, tous les joueurs ou toutes les joueuses, peu importe. Voilà. Alors, ouais, totalement, parce que bah, déjà, fait de baisser le couvre-feu à 18 heures, tout le monde travaille la journée, donc après, pour venir à l'entraînement, c'est assez compliqué. Donc c'est vrai, pour les concernés, ça va être ça va être très, très dur. Après, ce qui peut être mis en place, ça va être surtout avec les nouvelles technologies, ça va être par exemple des entraînements Zoom. Donc par exemple, là, pour faire du ballon, ça va être compliqué, mais tout ce qui est un peu entretien physique, nous, c'est ce qu'on avait mis en place la saison dernière avec le centre au Racing Club de Lens vers le début de la pandémie. C'est essayer vraiment de garder le rythme et le contact parce que bah, déjà, il y a l'isolement social qui va être vachement important, hormis le contexte footballistique. Donc, vraiment essayer de garder une sorte de cohésion. Et c'est toujours plaisant de voir des gens. Et si en plus, ils peuvent avoir un petit programme d'entretien, c'est d'autant mieux. Ok, merci. Donc, quels sont tes conseils, toi qui travailles enfin, dans le monde professionnel, Moi, pour j'ai les, aussi fait le monde amateur, ne vous inquiétez pas. mais voilà, qui a une vision, qui a eu un pied dedans, pour ceux qui attendent la reprise, pour les sportifs amateurs, quels sont tes conseils pour ceux qui n'ont pas de préparateur physique et qui sont un peu isolés? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil simple mais efficace? Bah, en conseil simple, ce que je peux conseiller à tout le monde, c'est vraiment essayer d'axer sur un travail de prévention. Donc, par exemple, il y a des choses toutes simples qui existent. Il y a le FIFA 11 Plus qu'on peut trouver sur Internet, qui est une sorte de guise d'échauffement, donc que tous les joueurs peuvent adopter chez eux. C'est à base d'un peu de proprioception, de renforcement musculaire en excentrique et un peu de technique de course. Après, essayer de reprendre une activité de course, donc des petits footings, c'est pas très très compliqué. Ils font des 3 fois 15 minutes, ils augmentent un peu après l'intensité, mais vraiment essayer de garder un socle de base vraiment intéressant, même un peu de renforcement à poids de corps chez soi, faire des pompes, des squats, des fentes, des pas chassés. C'est toujours intéressant. Là, ça va permettre également d'avoir des bases pour une éventuelle reprise rapide. Ok, merci. Stéphane? Ben, moi, j'ai une petite question. Euh, enfin, j'aurais voulu savoir quel travail physique peut-on faire chez un footballeur et ne pas faire avec une féminine? Parce que souvent, le corps est totalement différent et les organismes ont du mal, par exemple, avec mes féminines, à avoir un temps de repos pour le prochain entraînement. Mhm. Ils ont du mal à récupérer, si tu veux. Ouais, ouais, je comprends. Alors après, je suis pas un expert je me suis un peu renseigné sur les féminines, mais pas de manière très assidue. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'avantage des filles, des échos, des échanges que j'ai pu avoir, c'est que déjà, elles sont, d'un point de vue physiologique, sont plus matures que les garçons plus rapidement Mm. pour un même âge. Après, pour la récupération, je pense que c'est également l'habitude, en fait, à avoir. D'accord. Mais d'un point de vue physique, je pense qu'il n'y a pas de contradiction à avoir avec elles. Je pense qu'elles peuvent tout faire, mais ça reste une question d'habitude et de charge d'entraînement qu'on va assimiler. Forcément, si elles ont une grosse charge
d'entrée. Pour la récupération, c'est normal que ça va être un peu plus compliqué. Donc, vraiment essayer d'être progressif, mais sinon, il n'y a pas de restriction à avoir. D'accord, bon, c'est parfait. Ça m'éclaire un petit peu sur le sujet. Merci. Ouais, non, après, il y a toujours le problème aussi, c'est qu'il y a le football féminin par rapport au football masculin, ça reste quand même assez récent. Et on voit toujours, entre guillemets, beaucoup de gens voient la joueuse comme un peu fragile, alors que pas du tout. Et des échos que j'ai de préparateurs filles qui sont en structure pro avec des féminines, ils m'ont dit que c'était vraiment un régal parce qu'elles ont vraiment un goût du travail, un goût de l'effort, l'envie qui est beaucoup plus importante que chez les garçons. D'accord, ça me réconforte sur ce que je pensais. Christophe? Ouais, moi j'ai une petite question aussi. Je reviens un peu sur le sujet aussi de la difficulté de concerner les garçons. Et est-ce qu'il y a, enfin, j'imagine qu'il y en a parce que nous à Dunkerque on travaille un petit peu avec ça. Tu as des applications que tu peux orienter pour pouvoir un peu mettre, on va dire, des GPS ou des mouchards sur les joueurs pour pouvoir voir s'ils travaillent bien, quoi, tout simplement, hein, s'ils font bien le travail physique. Vas-y, dis-nous tout. Alors, Alors, nous, l'avantage, c'est qu'au Racing Club de Lens, on était équipé de GPS pour pouvoir un peu checker après les entraînements et après les matchs les efforts physiques des joueurs. On avait également les systèmes vidéo, donc au stade Bollaert, qui faisaient une analyse. Parce que le problème, c'est que les GPS en match, pour les joueurs, ça peut les déranger. Donc, on avait ces deux systèmes. Après, pour le monde amateur, parce que forcément, les moyens sont différents, il y a des GPS, donc c'est des Player Tech, c'est de la marque Catapult, qui sont en accès libre, qui ne sont pas excessivement chers. Et ça donne un premier vrai feedback, entre guillemets, pour les coachs. Après, forcément, il y a aussi les applications classiques de course qu'on peut télécharger sur son téléphone, tout ce qui est Stravia, si je ne dis pas de bêtises, Run Static, qui peuvent donner un premier aperçu de voir si réellement le joueur a parcouru une distance. Et après, il y a aussi, on peut aussi demander rien que par l'échange, il y a des échelles subjectives qui existent, comme la RPE. En fait, vous demandez la cotation de 0 à 10 à votre joueur sur la pénibilité, la difficulté de la séance. Et en fonction de ce que vous avez planifié, vous pouvez voir si le joueur déjà l'a fait. Parce que si vous avez une séance qui était censée être vraiment dure et qui vous met 1 ou 2, vous pouvez vous dire qu'il a un peu triché. Et ça vous permet également déjà, pour le joueur, de se sentir vraiment, même pendant cette période un peu plus compliquée, ils sont concernés, ils prennent beaucoup de mes nouvelles, ils essayent d'individualiser un maximum. Donc ça peut être intéressant. Ok, merci. Justement, là, on parlait des GPS. Beaucoup de clubs travaillent avec un GPS et un monitoring. Est-ce que justement, tu as donné un peu la réponse, mais tu l'utilises et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne exactement? Alors, en plus, ça tombe bien, c'est mon sujet donc de doctorat et c'était ma fonction principale avec l'équipe professionnelle. Alors, en fait, le but pour moi Après, c'est ma vision, hein, tout le monde ne partage pas. En fait, moi, vraiment, l'idée d'un GPS, c'est d'avoir un retour pour le joueur sur son entraînement, en fait. Le joueur, forcément, pour éviter un risque de blessure et augmenter ses performances, il doit avoir une certaine charge d'entraînement. Si elle est trop élevée, il risque de se blesser. Si elle est trop faible, au contraire, il ne va pas se développer physiquement, il va plutôt avoir une baisse de ses capacités. Donc moi, c'était un peu ça. C'était un peu de voir les joueurs, comment il était. Est-ce qu'à un moment, c'était limite trop haut? Donc forcément, c'est une interaction avec plusieurs facteurs. Il n'y a pas que le GPS qui me donnait une information, c'est aussi le ressenti du joueur. Mais avec les interactions, ça nous permettait de voir s'il était un peu trop fatigué. Donc quand c'est comme ça, soit on allège sa séance, soit on le laisse en soins. Ou à l'inverse, on peut se dire que l'entraînement collectif ne lui a pas permis d'avoir une charge très, très élevée. Donc, du coup, là, on supplémente le joueur pour qu'il reste sur ses bases et qu'il continue à travailler. Après, beaucoup l'utilisent pour dire durant les matchs, tu n'as pas assez couru. À l'inverse, je trouve que c'est un peu, pas la meilleure des solutions parce que, vous savez, le match, c'est quand même un contexte très, très particulier. Il y a tellement de facteurs et de paramètres qui rentrent en compte dans une performance qu'à un moment, juger les performances d'un joueur que sur ces données GPS, je trouve que c'est un peu limitant. L'exemple flagrant, c'est Lionel Messi. Je pense que Lionel Messi, ses stats de match, d'un point de vue intensité, ne sont pas énormes. Mais sur une occasion, il peut te faire la différence. Et c'est ça qui est ça le principal au bout d'un moment.
Le but, ça reste quand même de gagner son match. Donc, il ne faut pas se baser que sur les entraîneurs qui ne se basent que sur les données GPS. Je trouve que c'est un peu limitant parce qu'on est encore vraiment qu'aux prémices. Donc, il faut faire attention. Mais c'est un outil très, très, très intéressant. Et justement, quand on parle de données GPS, pour ceux, justement, je te dis, qui connaissent vraiment rien du tout, tu arrives à sortir quoi comme statistique exactement? En statistique de base, donc on peut avoir la distance totale, des distances parcourues au-delà de certains seuils. Donc, par exemple, la littérature, de façon générale, on regarde la distance au-dessus de 20 km/h, au-dessus de 25 km/h. Après, il y a également les accélérations, les changements de direction, les impulsions sur les sauts. Après, si vraiment on veut être un peu plus individuel, moi, j'ai essayé vraiment en fonction des tests donc, qui étaient faits en pré-saison. J'avais une vitesse max du joueur et j'avais également sa VMA. Et j'ai essayé de voir la distance donc, qu'il parcourait au-delà de sa VMA, au-delà de à des intensités proches de sa vitesse maximale. Parce que pareil, à un moment, tout le monde prenait 25 km/h pour considérer le sprint d'un joueur. Sauf qu'entre un joueur qui a une Vmax de 28 km/h et un joueur comme Usain Bolt, par exemple, qui peut avoir des intensités très, très élevées, regarder la distance au-delà de 25 km/h, ça tronquait beaucoup. Parce qu'on peut se dire, il n'a pas fait beaucoup au-delà de 25, sauf que 25, c'est déjà des intensités très proches de sa Vmax. Alors qu'à l'inverse, un joueur très, très rapide aura beaucoup de facilité. Donc, il faut vraiment essayer de prendre des paramètres vraiment à chaque fois individuels sur les GPS. Ok, bah, merci beaucoup Arthur pour ça. C'était important. Enfin, moi, c'était une question que je me posais, donc c'est impeccable. Merci. Stéphane? Mais moi, j'aurais voulu savoir aussi, c'est une petite question, si soit Christophe ou Arthur peuvent me répondre. Je travaille avec un logiciel pour suivre toutes les filles, où j'entre toutes leurs données sur ce logiciel, et il me préconise justement de faire un test VMA ou le test Werner une fois par mois. J'aurais voulu savoir si vraiment, que ce soit pour filles ou garçons, c'était vraiment d'actualité de refaire un test tous les mois pour évaluer leur VMA au plus de 15 ans. Parce que moi, ce test-là, je le fais uniquement 18 ans et senior. Je ne le fais pas en dessous. Christophe, si tu veux répondre en premier. Écoute, moi, franchement, de faire un test tous les mois, je ne vois pas l'intérêt en fait. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, à partir du moment où tes joueurs ou tes joueuses ont un entraînement quotidien, forcément, bah, tu as un rythme, tu gardes le rythme enchaîné avec les matchs, parce que le match, c'est un autre rythme encore. Donc voilà, je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller chercher un test VMA tous les mois, quoi. Après, à moins qu'on travaille pour les JO olympiques, et là, on va chercher. Non, mais c'est bête, et là, on va chercher vraiment des choses vraiment abouties sur toute une durée de temps pour aller chercher vraiment un challenge de fond, de fin, si je puis dire. Mais je ne vois pas. Enfin, moi, personnellement, hein, je ne m'y connais pas trop. Forcément, j'ai mon expérience football, mais Arthur est encore beaucoup plus calé et beaucoup plus pointilleux, hein, on le sent dans tout ce qu'il dit. Mais voilà, préconiser un test VMA tous les mois, tu sais, je pense qu'à la longue, ça peut être même rébarbatif pour tes joueurs et tes joueuses, parce qu'ils vont te le faire à moitié pourcentage, et ça risque peut-être d'être dévalorisant et contraignant, quoi, plutôt qu'autre chose, quoi. Un test VMA, pour moi, et encore une fois, je finirai là-dessus, ça se fait aller tous les 6 mois, tu vois, en phase de reprise, pour voir si tes garçons ont couru ou tes joueuses ont couru un petit peu pendant la période de vacances que tu leur as laissé, le temps de repos, et puis voilà, pour voir où est le rythme, quoi, tout simplement, quoi, voilà. Après, Arthur, je te laisse. Je suis d'accord avec toi, Christophe. Exactement, tous les 6 mois, c'est intéressant. Trop fréquemment, objectivement, ça va les gaver. Parce que déjà, sur le plan physique, c'est quand même assez contraignant, surtout s'ils font un 20 méval, c'est quand même assez fatigant. Et même sur le plan mental, tous les mois, savoir qu'il y a un test comme ça qui va nous pousser sur nos limites, clairement, que ce soit des filles ou des garçons, ils vont tronquer l'exercice. Donc, l'utilité, c'est ça aussi le problème des tests. À un moment, il faut savoir réellement pourquoi on fait des tests. Faire des tests pour dire de les faire, parce que c'est une mode de faire des tests, ça n'a aucune utilité. À chaque fois qu'un coach ou un prépa met un test en place, il faut réellement qu'il ait au préalable de se dire
qu'est-ce que je vais en faire de ce test-là et quelle fréquence je vais utiliser. Un test VAMEVAL tous les mois, je trouve que c'est vraiment beaucoup. Et après, si je peux me permettre, je vais rajouter quelque chose. Après, je vais parler de mon expérience perso, mais je ne sais pas si vous connaissez Christophe Raymond. Vous connaissez Christophe Raymond, ancien joueur de football, bref, qui a fait une belle carrière. C'était mon entraîneur en 17 ans quand je suis arrivé au sport-études à Amiens. Et Christophe Raymond, une fois, il nous a fait un test donc en phase de reprise au mois de janvier, ou je ne sais plus trop, il nous fait un test. Et bon, bah, forcément, hein, les footeux, de toute façon, ils n'aiment pas trop courir. Tu vois, le préparateur physique qui est là, il peut le dire. Mais donc, forcément, on fait un test tous les 6 mois. Au mois de janvier, il nous fait un test. Et bah, littéralement, on se fout tous de sa gueule, en fait, sans vouloir être méchant. C'est qu'on ne va pas au bout de nos capacités et on va en dessous de ce qu'on avait fait 6 mois précédemment. Et bah, Christophe Raymond, hein, le connaissant avec tout le caractère qu'il a, il était génial là-dessus parce que. Et ben, il a dit bah, ok, vous vous foutez de ma gueule, et ben, pas de problème. Demain, on le refait le test et vous allez voir, vous allez tous être meilleurs. Et comme par hasard, effectivement, tu vois, comme quoi des fois c'est la capacité mentale et l'envie, hein, tout simplement. On parlait d'envie tout à l'heure par rapport à comparer aux garçons et aux filles, mais c'est vrai. Et ben, le lendemain, on a tous fait mieux. Là, à 0,5 sur un VAMEVAL, 0,5 à un palier de différence de la veille. Tu vois, donc pour te dire que des fois, ça peut être rébarbatif et un footeux ou une footeuse, je pense qu'à un moment donné, le préparateur, tu sais, regarde, je vais te dire, je connais Cédric Roger aussi qui était à Amiens. Il avait toujours tendance avant les blocs athlétiques, tu vois, quand les 15-15 ou les 30-30, il disait 5 secondes avant de commencer, tu vois. Et ben, on pétait un plomb, tu vois, parce que tu entends rébarbativement, tu entends sa voix tout le temps, tu rigoles, mais psychologiquement, tu vois, ça a une atteinte quand même. C'est énorme. Donc, on en rigolait. Donc voilà, c'était une boutade et une expérience, mais je pense que vous en avez tous les uns les autres. Mais j'en ai entendu parler de cette anecdote de Christophe Raymond. Bah, tu vois. Tu vois, donc voilà. Bah, écoute, moi je vais poser une question, Arthur, parce que bon, je pense que on a tous un peu des difficultés, hein, on rencontre un peu tous des difficultés, mais justement, quelle est la difficulté la plus majeure, si je puis dire, en période de Covid, justement, en termes de séance? Parce que si je prends mon cas perso encore, hein, j'aime pas dire mais si je prends mon cas perso, en réserve à Dunkerque, donc on a plus de 18 ans, aujourd'hui, bah, on est en DH, et le règlement au-dessus pour les seniors, et bah, malheureusement, c'est du jeu sans contact qu'on doit faire. Et c'est difficile de trouver des exercices, de trouver des situations, de trouver des choses. Et c'est difficile encore de contempler les joueurs parce que bah, forcément, ils veulent du contact, ils veulent de la conservation, ils veulent des jeux. Voilà. Alors vous, est-ce que vous avez un souci majeur? J'ai l'impression qu'il y a une différence quand même, il y a une grosse différence. Et en termes de contenu de séance, des règlements, voilà, de ce qu'on doit le droit de faire, pas faire. Et voilà, est-ce que tu rencontres des soucis majeurs? Vas-y, explique-moi un peu. Je sais pas. Bah là, vu qu'en ce moment je suis pas en club, j'en rencontre beaucoup moins de soucis majeurs. Mais des échos que j'avais pu avoir, c'est très très compliqué parce que bah, le duel qu'on va retrouver en match, si on l'a pas en l'entraînement, ça va poser beaucoup de problèmes. Donc après, c'est toujours en général, est-ce que toutes les recommandations et toutes les obligations, est-ce qu'elles vont être respectées durant les entraînements? Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas remplacer. Donc, ça reste très, très, très compliqué. Après, faire un duel, il y en a que j'ai entendu dire qu'il y en avait certains qui faisaient des duels contre des murs. Mais bon, ce n'est pas le même ressenti ni le même feedback. Donc, c'est très, très compliqué. Hein. Et Steph, bah toi, est-ce que j'imagine que tu retrouves aussi un peu des soucis, malheureusement, je ne sais pas. Bah, c'est-à-dire qu'en filles, les filles, c'est. On ne peut pas comparer le football masculin et féminin, ça vous le savez tous. C'est vrai que les filles aiment beaucoup plus le jeu avec le ballon. Le jeu sans ballon, c'est un petit peu, on en revient un petit peu au test tout à l'heure, ça les berbe un petit peu. Eux, ce qu'elles veulent, c'est prendre du plaisir et c'est le jeu par le ballon. Donc, c'est très, très, très difficile déjà de trouver des exercices sans jeu de ballon. Il y en a, mais très peu, je veux dire. Après, c'est toute une imagination. Faut
faut trouver les exercices où on peut adapter le jeu sans ballon. Et ça, moi, je sais que les filles, depuis mon expérience des années passées en filles, c'est beaucoup le jeu avec le ballon. C'est très, très dur le jeu sans ballon à leur mettre vraiment en tête, quoi. C'est c'est vraiment le jeu par le ballon. Moi, Arthur, je voulais avoir ton ressenti. Quel jugement tu as sur le fait que j'ai échangé avec plusieurs entraîneurs et tout. Tu sais, on est dans une période assez compliquée et chaque entraîneur ou chaque club va, par exemple, faire un entraînement par semaine. Tu vois, on parle justement de la problématique du jeu et autres. Est-ce que toi, en tant que préparateur physique, tu conseilles vraiment je ne sais pas, que les joueurs puissent s'entraîner chez eux, tu sais, en faisant un maximum d'exercices régulièrement, ou d'avoir un entraînement avec un club, ou bien stopper, vraiment avoir une période d'inactivité parce qu'on n'a pas de date de reprise, mais par exemple de stopper dans cette période un peu compliquée, où on fait un entraînement pour se dire de le faire, on essaye de se rejoindre, on voit bien dans les échanges que ce qui est important, c'est de réussir à capter les joueurs et à fédérer autour de ça dans une période où on n'a pas le droit au contact, on n'a pas le droit à ceci, cela. Donc, franchement, ça doit être très compliqué. Est-ce que le mieux, ça ne serait pas justement de faire une sorte de trêve et de ne pas reprendre? Je parle pour les seniors, ou vraiment de continuer à s'alimenter avec les clubs pour dire de garder l'aspect social, de voir les copains, les copines et de travailler en off à la maison sur un programme régulier. Ah, voilà. Après, c'est toujours compliqué, mais bon. Moi, dans l'idéal, ce que je préconiserais, ça serait vraiment d'avoir déjà une partie chez soi pour vraiment garder le rythme et également avoir un aspect en groupe parce que, bah, comme tu l'as dit, l'aspect social, je pense qu'il est vraiment prioritaire et il va avoir un impact sur tout. Si, nous, c'était un peu un aspect qu'on regardait beaucoup au Racing Club de Lens, c'était si un joueur n'est pas bien mentalement, dès qu'il va revenir sur le terrain, déjà, il risque de se blesser et il risque également, sur un contact, donc là, c'est pas le cas vu qu'en ce moment, il n'y a plus de contact, mais sur un contact, de pouvoir blesser un de ses adversaires. Donc, l'aspect contact et l'aspect social, je trouve qu'il est vraiment important. Et même si les entraînements, entre guillemets, ne sont pas, comment dire, comme d'habitude, le fait de voir ses partenaires, quand même avoir le ballon, échanger des passes, je trouve que c'est vachement important. Il faut quand même essayer de garder cette idée-là. En plus, sachant que là, par exemple, je vois que la Coupe de France, pour les clubs amateurs, ça a été autorisé. Ça vient d'être publié ce matin. J'ai vu le tweet, je crois. Bah, faut quand même également qu'ils gardent une notion ballon et esprit d'équipe. D'accord, non, bah, c'était une question que je me posais et puis ça rejoint un petit peu tout le monde, donc c'est en rapport avec ça. Et puis bah, ma dernière question, on parlait tout à l'heure du préparateur mental. Est-ce que selon toi, le préparateur mental, c'est complémentaire avec le préparateur physique? Parce que c'est important, tu parles d'être bien bah, mentalement pour le joueur et ça, on sent que dans plus en plus de clubs, ça a un impact important et il faut avoir son préparateur mental. Mais toi, est-ce que tu penses que c'est complémentaire avec le préparateur physique? Si oui, pourquoi? Alors, ouais, tout à fait. Tout à fait. Je pense vraiment que le but, c'est vraiment un moment de faire en sorte que chaque joueur de l'équipe puisse être à son meilleur potentiel. Et il y a tous les aspects à prendre en compte, l'aspect physique, l'aspect mental, l'aspect nutritionnel. Je trouve c'est vraiment trois piliers, plus l'aspect technique tactique, mais ça c'est vraiment pur foot. Mais les trois en dehors, je trouve vraiment qu'ils doivent vraiment être en interaction. Parce que si l'un fait ça, l'autre fait ça, et le troisième fait autre chose, bah, ça va pas être efficient pour le joueur. Donc là, vraiment être en interaction, je trouve que c'est très, très important. Nous, on voit, au Racing Club de Lens, on avait une préparatrice mentale, une nutritionniste. C'est vraiment, tout est lié. Moi, j'avais beaucoup de contacts avec la préparatrice mentale du club, la psychologue, pour vraiment voir, dans tous les cas, un joueur qui est sur le terrain, comment il est. Parce que du coup, bah, j'ajuste. Si un joueur, il n'est pas bien, qu'on me signale qu'il n'est pas bien, mes contenus physiques ou même les contenus à l'entraîneur, bah, on va essayer de les ajuster parce que bah, on sait qu'il est pas trop bien, son risque de blessure il est élevé. Pareil pour un joueur qui est blessé, qui revient sur le terrain. Nous, à un moment, il passait avec la psychologue du club, la préparatrice mentale, pour voir s'il est apte déjà à repartir. Et pour la nutritionniste, pareil, on essaie de valoriser donc du coup nos séances d'entraînement, les gains des séances d'entraînement grâce à la nutrition, comme la récupération, parce que bah en récupération, ce qui s'avérait les plus efficaces, hormis toutes les nouvelles technologies qui se font, cryo, BAFA, etc., ça reste le sommeil et la nutrition. Et la nutrition, c'est vraiment un point très très important. Donc vraiment l'interaction entre les différentes parties et là, donc plus précisément entre le préparateur mental et le prépa physique sont vraiment très très importants. Si vous n'avez pas une équipe entre guillemets soudée, je pense que d'un point de vue amélioration pour le joueur, c'est pas très très efficace.
Ouais, bah écoute, c'est ce que je pensais, c'est ce que je rejoins, voilà, au niveau des clubs et au niveau des préparateurs mentaux, quoi. C'est vachement important et complémentaire. Et on sent bien que pour avoir la meilleure performance d'un joueur, il faut vraiment que ce soit complémentaire et l'un va pas sans l'autre, quoi. C'est important. Et on parlait de nutrition et Christophe est dedans. Et avec le club de Dunkerque, on en discutait. Bah, Christophe, tu peux le dire aussi, hein. Bien sûr, exactement. Moi, ce qui m'interpelle aujourd'hui, bon, Steph va en parler après, je pense, mais nous, on est les anciennes générations. Donc, en fait, les anciennes générations, je suis désolé de dire ça, mais on n'était pas sensibilisés à tout ça. On nous disait, pour être bon, il faut manger une viande blanche et des pâtes. Bah, tu mangeais ta viande blanche et tes pâtes, et puis c'était parti, quoi. Alors, c'est faux. Il n'y a pas que ça, essentiellement, dans l'alimentation, déjà, pour être performant. Et puis, de plus, on parlait d'aspect mental, on parlait de tout ça. Il n'y avait pas tout ça. Nous, entre guillemets, on avait cette envie et cette abnégation d'être professionnel, mais juste par le biais d'entraînement, sans vouloir être méchant, et avec des formateurs et des entraîneurs très, très, très qualifiés. Hein, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'était pas sensibilisés, quoi. On n'avait pas d'intervention dans un vestiaire. On n'avait pas un coach mental qui était à côté de nous, un préparateur physique, parce qu'aujourd'hui, il y a même des footeux de très très haut niveau qui ont des préparateurs physiques à disposition pour eux, qui payent chaque mois pour aller chercher des séances supplémentaires en dehors de leurs séances, pour aller chercher des performances. Donc, vous voyez, aujourd'hui, tout rentre vraiment en considération. Enfin, les gens commencent vraiment à comprendre. Il y a vraiment une évolution hein, depuis 10 à 15 ans, on va dire, 10 ans, une dizaine d'années, que vraiment, effectivement, il y a beaucoup de critères à prendre en considération et qu'il faut aller chercher de soi-même en tant que joueur. Il faut aller chercher, il faut aller piocher, il faut aller se cultiver pour essayer d'aller chercher la performance la plus régulière possible. Et c'est le plus dur parce que c'est ça, hein, le foot ou n'importe quel sport aujourd'hui, c'est la régularité de performance qu'il faut aller chercher. C'est pas l'irrégularité justement. Hein. Donc voilà, mais Steph, je pense que tu pourras dire un petit mot là-dessus. Hein. C'est pas vrai, nous on n'était pas aidés plus que ça, hein, sans vouloir être méchant. Non, non, c'est sûr. Bon, ben, moi, j'ai joué, je suis un ancien joueur de la SCO aussi en jeune. Et c'est vrai que j'ai connu la fameuse, les pâtes viande blanche qu'il fallait manger à telle heure avec un laps de repos. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'appelle un petit peu. Bon, moi, je ne suis pas dans un club pro, hein, c'est totalement différent. Mais je m'aperçois que c'est catastrophique, que ce soit aussi bien chez les garçons ou chez les filles. Moi, je les appelle, c'est la génération McDo. Hein. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller manger au McDo, c'est terrible. Enfin, voilà, et en plus, avec cette période de confinement, c'est très dur. Moi, je sais que j'essaie de les avoir un petit peu en visio ou au téléphone le plus souvent possible pour les sentir concernés encore un petit peu. Mais c'est vrai que c'est très dur. Par rapport à avant, c'est le jour et la nuit, quoi. Mais c'est affolant. C'est affolant. Pour vous qui êtes dans des structures pro, je ne sais pas, mais ça doit être très compliqué parce que j'ai encore des contacts avec des anciens joueurs de l'ASC. Et c'est vrai que c'est très compliqué, tout ce qui est nutrition. C'est affolant. Je sais, franchement, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire pour stopper ça. Peut-être fermer les McDo, mais bon, là, ce serait compliqué. Mais c'est vrai que la malbouffe, je pense que comme la préparation mentale, ce serait peut-être un autre débat pour toi, Julien, tu vois, avec des préparateurs mentaux, tout ça. Mais c'est vrai que, ouais, je te rejoins, Christophe, c'était totalement différent. Et je me reconnais pas dans ce football moderne. Moi, maintenant, j'appelle ça le football moderne. C'est plus la même chose, c'est plus la même préparation. Je sais pas ce que Arthur en pense aussi. Mais c'est délicat, c'est un sujet délicat, très très dur à aborder. Mais pour te rejoindre, ouais, préparateur mental, je travaille sur une prochaine conférence. Avec Franck Blondeau. Ah justement, il faut que je lui envoie un message. J'espère qu'il acceptera. Mais ouais, c'est une bonne personne et
je pense que ça peut être intéressant. La conférence se termine. Je suis désolé, ça passe tellement vite. Mais en tout cas, je voulais vous remercier pour votre disponibilité. Arthur, Christophe, Stéphane, c'était un réel plaisir. Et puis, bonne continuation dans vos clubs respectifs et mangez pas trop de McDo. À bientôt, monsieur. À bientôt. Merci. Ciao, ciao. Salut à tous.